Dièse chapitre 1, une rencontre extraordinaire. Le soleil déclinait doucement sur Chambord, baignant l'atelier d'Étienne d'une lueur dorée. Les copeaux de bois dansaient dans l'air, témoins silencieux de sa journée de travail. À 53 ans, cet ébéniste respecté menait une vie paisible avec ses deux enfants, Louise et Antoine, dans leur maison en bordure de forêt. Ce soir-là, alors qu'il rangeait ses outils avec la méticulosité qui le caractérisait, un bruit inhabituel attira son attention. Un cri déchirant, mêlant douleur et détresse, résonna depuis le fond du jardin. Étienne s'immobilisa, le cœur battant. Ce n'était pas le genre de son qu'on entendait habituellement dans ce coin tranquille de la campagne française. Guidé par son instinct, il sortit précipitamment, ses pas crissant sur le gravier du chemin. La scène qui l'attendait le figea sur place. Là, dans le coin le plus reculé de son jardin, un jeune cerf se tenait acculé contre la clôture. Ses flancs se soulevaient rapidement au rythme de sa respiration paniquée, et ses grands yeux bruns reflétaient une terreur pure. Mais ce qui frappa le plus Étienne fut la flèche plantée dans son flanc, une flèche moderne qui n'avait rien à voir avec celle des chasseurs traditionnels de la région. Avec une douceur infinie, Étienne s'approcha de l'animal blessé. Ses années d'observation de la faune locale lui avaient appris la patience nécessaire pour gagner la confiance des créatures sauvages. « Tout va bien » murmura-t-il d'une voix apaisante, « je veux simplement t'aider. » À sa grande surprise, le cerf ne tenta pas de fuir. Au contraire, il sembla se calmer légèrement, comme s'il comprenait les intentions pacifiques de l'homme. Louise et Antoine, attirés par le bruit, sortirent à leur tour. « Papa, qu'est-ce qui se passe » chuchota Louise, sa voix trahissant son inquiétude. Étienne leur fit signe de rester en retrait, tout en continuant son approche prudente. Le cerf tourna la tête vers les enfants, et pendant un bref instant, Étienne crut voir une lueur d'intelligence particulière dans son regard. Avec des gestes mesurés, il parvint à atteindre l'animal et examina la blessure. La flèche n'était pas profondément enfoncée, mais l'extraction nécessiterait des soins professionnels. Ce qui l'intriguait davantage, c'était le petit symbole qu'il distinguait à peine dans le pelage de l'animal, près de son oreille droite, une marque qui ne semblait pas naturelle. « Louise, va chercher la grande couverture dans le garage », ordonna doucement Étienne. « Antoine, appelle le docteur. Martin à la clinique vétérinaire. » Les enfants s'exécutèrent immédiatement, comprenant la gravité de la situation. Pendant leur absence, Étienne maintint un contact visuel constant avec le cerf, surpris par son calme apparent. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans cet animal, une présence qui dépassait la simple rencontre fortuite. La soirée qui suivit fut un tourbillon d'événements. Le docteur Martin, intrigué par le récit d'Étienne, accepta de recevoir ce patient inhabituel en urgence. Pendant le trajet vers la clinique, le cerf resta remarquablement calme, comme s'il savait qu'il était entre de bonnes mains. Ce n'est qu'après avoir confié l'animal aux soins du vétérinaire qu'Étienne réalisa pleinement l'étrangeté de la situation. Un cerf apprivoisé, une flèche mystérieuse, une marque inexplicable, les questions commençaient à s'accumuler dans son esprit. Dièse chapitre 2, les premiers mystères. Les jours qui suivirent l'arrivée du cerf, que les enfants avaient spontanément baptisé Marcel, furent marqués par une adaptation progressive de toute la famille. Étienne avait aménagé un espace confortable dans le jardin, transformant un ancien enclos à volailles en refuge douillet. Louise et Antoine passaient des heures à observer leur nouveau compagnon, fascinés par ses comportements singuliers. Marcel se révélait être bien plus qu'un simple cerf blessé. Sa façon d'interagir avec la famille dépassait tout ce qu'Étienne avait pu observer chez un animal sauvage. Il réagissait à son nom, semblait comprendre les conversations, et manifestait une intelligence qui défiait l'entendement. Un matin, alors qu'Antoine avait oublié son cartable dans le jardin, Marcel l'avait délicatement poussé jusqu'à la porte d'entrée avec son museau, comme pour le lui rappeler. Mais avec ses comportements extraordinaires vinrent aussi les premiers signes inquiétants. Une nuit, Étienne fut réveillé par un bruit sourd venant du jardin. En descendant, il découvrit que Marcel avait disparu de son enclos. La porte était intacte, comme si quelqu'un l'avait délibérément ouverte. Au petit matin, l'animal était de retour, portant une nouvelle entaille sur son flanc et un regard troublé qui semblait vouloir communiquer quelque chose. Louise, dont la curiosité naturelle s'était transformée en véritable passion pour le mystère de Marcel, commença à tenir un journal détaillé de ses observations. Elle nota que certains sons, particulièrement une fréquence émise par son téléphone, provoquaient chez Marcel des réactions inhabituelles. Il dressait les oreilles, devenait plus alerte, comme s'il reconnaissait un signal familier. « Papa,
dit-elle un soir, alors qu'ils observaient Marcel depuis la terrasse, tu as remarqué qu'il évite toujours le coin nord du jardin? Même quand on y met sa nourriture préférée, il refuse d'y aller. Étienne avait effectivement remarqué ce comportement étrange, tout comme il avait noté les traces de pneus fraîches près de la clôture ce matin-là, bien trop près de leur propriété pour être une coïncidence. Antoine, de son côté, fit une découverte encore plus troublante. En brossant Marcel, activité que l'animal semblait particulièrement apprécier, ses doigts rencontrèrent un petit objet métallique dissimulé dans son pelage. C'était un dispositif sophistiqué, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, qui ressemblait à un traceur GPS miniature. Étienne l'examina avec attention, remarquant des inscriptions en partie effacées qui semblaient être des coordonnées. Le mystère s'épaissit davantage lorsque des événements inexplicables commencèrent à se produire dans le voisinage. Des lumières étranges furent aperçues dans la forêt la nuit, et plusieurs voisins rapportèrent avoir vu des individus en tenue sombre rôder aux alentours. Marcel semblait particulièrement agité ces soirs-là, comme s'il percevait un danger invisible. Un après-midi, alors que Louise jouait dans le jardin, elle remarqua que Marcel fixait intensément un point dans le ciel. En levant les yeux, elle aperçut un drone qui survolait leur propriété. L'appareil semblait particulièrement intéressé par leur jardin, et Marcel manifesta une agitation inhabituelle. Ce n'est que lorsqu'Étienne sortit que le drone s'éloigna rapidement, disparaissant derrière les arbres. Dié chapitre 3, révélation inattendue. La vie à Chambord prenait un tournant de plus en plus mystérieux. Un matin, alors qu'Étienne préparait le petit déjeuner, il reçut un appel inattendu. Au bout du fil, un homme se présenta comme le professeur Laurent Dubois, ancien chercheur à l'Institut de recherche en biologie comportementale de Tours. Sa voix trahissait une certaine urgence lorsqu'il mentionna avoir entendu parler du cerf recueilli par la famille. « Monsieur Étienne, dit-il d'une voix grave, ce que vous avez trouvé pourrait être bien plus important que vous ne l'imaginez. J'ai travaillé pendant des années sur un projet confidentiel concernant certains cerfs particuliers de la région de Chambord. Les marques que vous avez décrites. Elles correspondent à un programme de recherche très spécial. » Intrigué, Étienne accepta de rencontrer le professeur dans un café discret du village. Pendant ce temps, Louise et Antoine continuaient leurs observations de Marcel. Ce matin-là, ils firent une découverte fascinante. En jouant près de l'enclos, Antoine trébucha sur une racine et se blessa légèrement au genou. Avant même que Louise ne puisse réagir, Marcel s'était approché de l'enfant, poussant doucement de son museau une plante particulière qui poussait à proximité. Louise reconnut immédiatement l'arnica, une plante médicinale que leur père leur avait apprise à identifier. « Comment peut-il savoir ça ?» murmura Louise, stupéfaite. Elle nota soigneusement l'incident dans son journal, aux côtés d'autres comportements inexplicables de Marcel. L'animal semblait posséder des connaissances qui dépassaient largement l'instinct naturel. Lors de sa rencontre avec le professeur Dubois, Étienne apprit des informations troublantes. Dans les années 80, un programme secret avait été mené dans la région, impliquant l'étude de certains cerfs qui présentaient des capacités cognitives extraordinaires. Ces animaux semblaient capables d'apprentissage complexe et manifestaient une forme d'intelligence particulière. Mais le plus fascinant, expliqua le professeur en baissant la voix, c'est que ces cerfs semblaient avoir une connexion particulière avec les lieux anciens, notamment autour du château de Chambord. Nous avons découvert qu'ils pouvaient localiser des objets enfouis depuis des siècles, comme s'ils possédaient une sorte de mémoire collective. Le soir même, de retour chez lui, Étienne observa Marcel avec un regard nouveau. L'animal semblait particulièrement agité, grattant le sol à un endroit précis du jardin. En s'approchant, Étienne remarqua que le cerf s'arrêtait régulièrement pour le regarder, comme s'il essayait de lui communiquer quelque chose. Pendant ce temps, Louise avait fait sa propre découverte en feuilletant de vieux journaux à la bibliothèque municipale. Une photo en noir et blanc, datant de 1985, montrait un cerf remarquablement similaire à Marcel, portant la même marque distinctive près de l'oreille. L'article mentionnait des phénomènes inexpliqués autour du château de Chambord et la disparition mystérieuse d'un chercheur nommé Jean-Pierre Valentin. À la maison, Marcel continuait son comportement étrange, concentrant son attention sur une zone précise du jardin. Un soir d'orage, alors que la pluie battait contre les fenêtres, l'animal devint particulièrement agité. Les éclairs illuminaient sporadiquement le jardin, et dans ces flashs de lumière, Étienne crut apercevoir une lueur bleutée émaner de la marque sur le pelage de Marcel. Dié chapitre 4, les échos du passé. La découverte de Louise dans les archives de la bibliothèque déclencha une série d'événements qui allaient bouleverser leur compréhension de Marcel.
L'article qu'elle avait trouvé parlait non seulement du cerf photographié en 1985, mais mentionnait également une série d'expériences menées dans un laboratoire secret près du château de Chambord. Le professeur Dubois, devenant plus confiant avec Étienne, révéla progressivement d'autres détails du projet. Nous avions découvert que certains cerfs possédaient une capacité extraordinaire à détecter des artefacts historiques enfouis. C'était comme s'ils portaient en eux une carte des secrets de Chambord, expliqua-t-il lors d'une nouvelle rencontre. Un matin, alors que la brume enveloppait encore le jardin, Marcel manifesta un comportement particulièrement inhabituel. Il se mit à creuser frénétiquement à l'endroit précis qu'il surveillait depuis des jours. Étienne, intrigué, s'approcha et commença à l'aider. Après quelques minutes de fouille, ses mains rencontrèrent quelque chose de dur. C'était une vieille boîte métallique, couverte de symboles étranges qui ressemblaient étrangement à la marque sur le pelage de Marcel. À l'intérieur de la boîte, ils découvrirent un journal de bord appartenant à Jean-Pierre Valentin, le chercheur disparu. Les pages jaunies révélaient des observations fascinantes sur un groupe de cerfs aux capacités exceptionnelles. Valentin avait apparemment découvert que ces animaux étaient les gardiens involontaires d'un ancien réseau de communication, établi des siècles auparavant entre différents châteaux de la Loire. Louise, qui avait développé une connexion particulière avec Marcel, commença à noter des coïncidences troublantes. Chaque fois que l'animal manifestait une agitation inhabituelle, des événements étranges se produisaient dans la région. Des lumières inexpliquées apparaissaient près du château, et des sons mystérieux résonnaient dans la forêt. Un soir, alors qu'Étienne consultait les documents trouvés, il remarqua que certaines coordonnées correspondaient exactement à l'emplacement de leur maison. Cette découverte le fit frissonner. Leur propriété n'était pas un hasard dans cette histoire, elle faisait partie d'un réseau plus vaste, plus ancien, dont Marcel semblait détenir une partie des clés. Antoine, de son côté, avait remarqué que le petit dispositif trouvé dans le pelage de Marcel émettait de faibles impulsions lumineuses qui s'intensifiaient à proximité de certains points du jardin. En cartographiant ces réactions, il dessina un motif qui ressemblait étrangement aux plans anciens du domaine de Chambord. Le professeur Dubois, examinant leur découverte, devint de plus en plus agité. « Ce que nous avons ici dépasse tout ce que nous avions imaginé, murmura-t-il en étudiant le journal de Valentin. Ces cerfs ne sont pas simplement des animaux intelligents, ils sont les gardiens d'un savoir ancestral, d'une connexion entre l'homme et la nature que nous avions perdue. » Pendant ce temps, Marcel semblait de plus en plus déterminé à leur faire comprendre quelque chose. Ses réactions au son mystérieux, sa capacité à localiser des objets enfouis, son comportement protecteur envers la famille, tout prenait progressivement sens dans un tableau plus large, plus mystérieux encore que ce qu'ils avaient imaginé. Diès chapitre 5, l'héritage secret. Les découvertes se multipliaient à un rythme effréné. Le journal de Jean-Pierre Valentin révélait l'existence d'un réseau ancestral de communication, utilisant des points géographiques précis autour de Chambord. Ces points, marqués par d'anciennes pierres enfouies, formaient une constellation parfaite lorsqu'on les reliait sur une carte. Marcel semblait être intimement lié à ce système, comme si son espèce avait été choisie depuis des siècles pour en être la gardienne. Le professeur Dubois, plongé dans ses anciennes notes, fit une révélation stupéfiante. Les cerfs comme Marcel, expliqua-t-il à Étienne, sont les descendants d'une lignée particulière. Leurs ancêtres ont été les témoins de la construction des châteaux de la Loire. D'une manière que nous ne comprenons pas encore totalement, ils ont développé une connexion unique avec ces lieux, devenant les gardiens involontaires de leurs secrets. Louise, dont l'intuition s'était révélée précieuse depuis le début, remarqua que les comportements de Marcel suivaient un schéma précis. Chaque fois que l'animal s'agitait particulièrement, des phénomènes étranges se produisaient dans la région, des lumières inexpliquées, des sons mystérieux, et même des modifications subtiles dans le comportement des autres animaux de la forêt. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Marcel conduisit la famille vers une partie reculée du jardin qu'il avait toujours évité jusque-là. Le sol, à cet endroit, résonnait différemment sous leurs pas. Étienne, guidé par son instinct, commença à creuser. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix, une ancienne pierre gravée, couverte de symboles similaires à ceux trouvés sur la boîte métallique. Le professeur Dubois, appelé en urgence, examina la pierre avec une excitation à peine contenue. « Ces symboles, murmura-t-il, je les ai déjà vus dans les archives secrètes du château. Ils font partie d'un ancien système de communication, un réseau qui reliait tous les châteaux de la Loire. Mais ce qui est fascinant, c'est que la marque sur le pelage de Marcel reproduit exactement ce motif central. » Antoine, qui passait des heures à observer Marcel,
nota que l'animal semblait capable de percevoir des changements subtils dans l'environnement bien avant qu'ils ne deviennent apparents pour les humains. Un soir, alors qu'un orage approchait, Marcel manifesta une agitation inhabituelle. Les enfants, habitués à faire confiance à son instinct, rentrèrent immédiatement. Quelques minutes plus tard, une tempête d'une violence rare s'abattit sur la région. Étienne, relisant le journal de Valentin à la lumière de ces nouvelles découvertes, comprit que le chercheur disparu avait été sur le point de révéler quelque chose d'extraordinaire. Ces dernières notes parlaient d'une convergence imminente, d'un moment où les secrets gardés par les cerfs depuis des siècles devaient être révélés. La date qu'il mentionnait approchait, elle correspondait exactement au prochain solstice d'été. Diez chapitre 6, la révélation de Chambord. Le jour du solstice d'été arriva, baignant Chambord dans une lumière dorée particulière. Dès l'aube, Marcel manifesta une excitation inhabituelle, comme s'il savait que ce jour était spécial. Le professeur Dubois, Étienne et les enfants se préparèrent pour ce qui allait devenir une journée extraordinaire. Suivant les indications du journal de Valentin et guidés par Marcel, ils se rendirent à un point précis dans le parc du château, où la pierre découverte dans leur jardin avait été replacée selon les coordonnées anciennes. Au moment exact où le soleil atteignit son zénith, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les symboles sur la pierre commencèrent à briller d'une lueur bleutée, exactement comme celle qu'Étienne avait aperçue sur la marque de Marcel pendant l'orage. Le cerf s'approcha de la pierre, et sa marque s'illumina en réponse. Dans un instant de clarté absolue, une série d'hologrammes naturels se forma dans l'air, projetés par l'interaction entre la pierre et la marque de Marcel. Ces images révélaient l'histoire complète. Des siècles auparavant, les bâtisseurs des châteaux de la Loire avaient découvert une connexion unique entre certains cerfs et les énergies naturelles du lieu. Ils avaient créé un système complexe de points d'ancrage, transformant la vallée entière en un réseau d'informations vivant. Les cerfs, naturellement sensibles à ces énergies, étaient devenus les gardiens involontaires de ce savoir. Le professeur Dubois, ému aux larmes, reconnut dans ces images des éléments qu'il avait cherchés toute sa vie. « C'est extraordinaire » murmura-t-il. Ces cerfs ne sont pas simplement des animaux intelligents, ils sont les héritiers d'une tradition millénaire, les gardiens d'une sagesse que nous avions oubliée. Louise et Antoine comprirent alors pourquoi Marcel les avait choisis. Leur maison, construite sur l'un des points d'ancrage du réseau, devait être protégée. Le cerf avait reconnu en eux des alliés dignes de confiance, capables de comprendre et de préserver ce secret ancestral. La présence des drones et des mystérieux observateurs s'expliquait également, d'autres cherchaient à percer ce secret, mais Marcel avait choisi de le révéler uniquement à ceux qui sauraient le protéger avec respect et bienveillance. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa. La famille d'Étienne devint officiellement la gardienne de ce point d'ancrage, travaillant en collaboration avec le professeur Dubois pour documenter et préserver ce patrimoine unique. Marcel, désormais libre de tout danger, choisit de rester avec eux, créant un lien vivant entre le présent et un passé oublié. Chers amis, vous venez de découvrir l'extraordinaire histoire de Marcel et des secrets de Chambord. Cette aventure ne s'arrête pas ici, d'autres mystères de notre patrimoine attendent d'être révélés. Pour continuer à explorer ces histoires fascinantes qui unissent nature et histoire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager vos propres expériences dans les commentaires. Une nouvelle histoire vous attend chaque semaine, porteuse de mystères et de découvertes tout aussi extraordinaires. Rejoignez notre communauté de passionnés et participez à la préservation de ces merveilleux secrets. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures aventures. Film d'Ahistoria.